Je peux vous dire qu'aux États-Unis, ils vont très vite. La Maison-Blanche a mis en place un nouveau programme AI Race pour dire comment ils allaient accélérer le développement d'infrastructures numériques et en particulier les data centers ou les câbles sous-marins, mais surtout les data centers. C'est la raison pour laquelle il faut construire de plus en plus d'infrastructures pour permettre d'accueillir de plus en plus les données des Européens en Europe. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Aujourd'hui, tour de magie, nous allons rendre visible l'invisible, nous allons essayer de toucher et d'entendre l'IA. Ça fait longtemps que je voulais parler de notre sujet du jour parce qu'avec l'IA, on parle forcément beaucoup, ici aussi, des applications, des usages, des algorithmes et des modèles qui tournent dans les nuages. Tout est fait ou presque pour nous faire oublier l'infrastructure, la réalité très matérielle de nos usages numériques en général et ceux de l'IA en particulier. Cette infra, elle est composée en grande partie de data centers, le poumon de la révolution numérique, qui reste largement méconnu, peu discuté, invisible. Or, avec l'explosion des besoins de l'IA, cette brique essentielle de la filière connaît elle aussi un fort développement. Comment cette industrie s'adapte-t-elle à la demande exponentielle de l'IA ? Comment ça marche un centre de données ? Quels sont les critères et les impacts pour en implanter un centre de données, pour en mesurer l'efficacité, l'efficience, la consommation énergétique ? Pour explorer la salle des machines de l'IA, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un dirigeant de l'un des leaders français et européens du secteur. Mon invité, c'est Jérôme Totel. Bonjour. Bonjour Laurent. Jérôme, vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Data4. Merci beaucoup d'être avec nous dans Changement d'époque. Jérôme, vous ne m'en voudrez pas si je vous dis que vous êtes un peu moins connu que Sam Altman et que Data4 est un peu moins connu que ChatGPT. Et donc justement, je voudrais qu'on commence par les présentations. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Data4 ? Quelle est votre histoire, le positionnement de l'entreprise ? Alors déjà, je vous en veux pas. Donc Data4, c'est un opérateur de data center français qui a été créé en 2006. À l'époque, c'était une joint venture entre Alcatel et un fonds d'investissement. On a tout simplement racheté le campus d'Alcatel de l'époque sur lequel on a commencé à développer un campus numérique sur lequel on a aujourd'hui 22 data centers en opération. Et petit à petit, la société s'est agrandie en allant dans d'autres territoires, dans d'autres pays en Europe. Et aujourd'hui, on a des data centers en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, très bientôt en Grèce et très bientôt en Allemagne. Oui, il y a un gros projet à Francfort. On reparlera un petit peu de vos ambitions et du développement à venir de l'entreprise. Vous, Jérôme Totel, vous êtes en charge de la stratégie et de l'innovation. Ça veut dire quoi pour une boîte de centres de données ? Les défis d'innovation aujourd'hui, la stratégie d'un acteur comme Data4, quel est votre job ? Alors, c'est un job qui évolue en permanence parce que les enjeux évoluent, les enjeux externes évoluent de plus en plus. On est là surtout pour réfléchir à quels sont les bons endroits, quelles sont les bonnes localisations pour installer de nouveaux campus de data center en Europe, premièrement. Et on est là également pour réfléchir aux solutions de demain, soit à l'intérieur de nos data centers, puisque les technologies évoluent, on en parlera probablement tout à l'heure avec l'IA. Oui. Et puis également, les enjeux évoluent, c'est de plus en plus complexe de trouver de l'énergie. Donc par exemple, on regarde des solutions de production d'énergie sur site, on regarde des solutions pour acheter, subventionner des infrastructures d'énergie renouvelable pour développer ce genre d'infrastructures en Europe. On va parler de ce point central de l'énergie. Juste avant, un tout petit peu de pédagogie, petit voyage. Comme beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, moi je ne suis jamais rentré dans un centre de données. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand on passe la porte, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y voit ? Alors déjà, vous êtes le bienvenu si vous souhaitez visiter notre campus. On ouvre légèrement les portes. C'est un endroit très sécurisé, donc c'est pas un endroit qu'on peut visiter simplement. On peut néanmoins quand même le visiter parfois. Quand on ouvre les portes, ce qu'on voit, c'est pas mal d'infrastructures mécanique, climatisation et également des serveurs. Il faut bien comprendre qu'un opérateur de data center comme Data4, on est là pour construire le bâtiment. On est là pour installer tous les équipements d'infrastructure, donc climatisation, électricité et également fibre, pour que nos clients puissent installer leur plateforme informatique à l'intérieur. Nous, on n'est pas les gestionnaires des plateformes informatiques de nos clients. Donc les serveurs, les baies de stockage et les équipements réseau, les switches, les routeurs, on n'est pas là pour les gérer, c'est nos clients qui les installent à l'intérieur. Nous, on livre des salles blanches
avec une alimentation électrique de très haute qualité, donc avec des taux de disponibilité très importants, avec des systèmes de réfrigération puisqu'un serveur ça chauffe, donc il faut refroidir les salles informatiques pour que les températures soient le plus stables possible, et également toute la partie connectivité avec notamment des fibres noires qu'on met à disposition. Donc c'est des simples câbles qui sont sans équipement de chaque côté, et les clients installent leurs propres équipements de chaque côté. Jérôme, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans la pédagogie. Le modèle d'affaires d'un acteur comme Data4, c'est quoi? Vous vendez quoi? À quel type de client? Alors, le modèle financier d'un opérateur de data center comme Data4, c'est de développer un maximum d'infrastructures, donc beaucoup de capex. On dépense beaucoup de capex pour acheter des terrains, des grands terrains, pour faire arriver l'énergie, l'électricité, et ensuite pour construire les data centers. Et ensuite, on met à disposition des salles blanches, des salles informatiques à nos clients en location. Donc, on loue un service à nos clients qui ont des espaces plus ou moins grands. Ils peuvent avoir un simple rack mis à disposition dans lequel ils mettent leur serveur. Ils peuvent avoir une salle, ou ils peuvent même avoir un bâtiment entier dans lequel ils peuvent mettre l'ensemble de leurs équipements informatiques. Et nous, on leur loue un service, on leur met à disposition un service avec des taux de disponibilité pour la température, pour l'énergie, pour la partie connectivité fibre, et également pour la sécurité physique, puisque on est responsable de la bonne gestion, enfin pas la gestion, mais en tout cas le fait de garder dans un endroit très sécurisé, dans un coffre-fort, leurs données. Donc les données de nos clients sont stockées sur leur serveur, et on est responsable que personne d'autre que nos clients puisse y accéder. Jérôme, quelles sont les typologies de clients d'un acteur comme Data4? Est-ce que c'est uniquement des acteurs du numérique? Est-ce que moi, je peux être client de Data4 pour venir installer un serveur chez vous? On a plusieurs catégories de clients. La première catégorie, c'est des entreprises. Ça peut être des banques, des assurances, de taille plus ou moins grande, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on est capable de vous mettre à disposition un rack pour mettre 20 ou 30 serveurs, ou on est capable de vous mettre à disposition un bâtiment entier. Donc c'est pas du tout les mêmes échelles. Donc on a toutes les catégories de clients entreprises qui viennent installer leur cloud privé chez nous. La deuxième catégorie de clients, c'est les opérateurs télécoms qui viennent chez nous pour deux raisons. Premièrement, mettre à disposition des services de connectivité à des clients qui sont dans nos data centers. Et deuxièmement, installer des points de présence dans nos data centers pour irriguer la région en connectivité. La troisième catégorie de clients, c'est ce qu'on appelle les ESN, les intégrateurs, qui viennent chez nous pour acheter de l'espace, louer de l'espace et fabriquer des services managés et les revendre à leurs clients finaux. Ça peut être des boîtes mail, ça peut être des plateformes web, ça peut être des plateformes de cybersécurité, tout type de services. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle les hyperscalers, les cloud service providers et les néo-cloud, qui sont là pour installer plutôt des grandes plateformes pour ensuite permettre à leurs clients d'acheter soit du cloud public, soit du GPU as a service pour de l'IA ou pour de l'inférence. On a touché du doigt le sujet. Un centre de données, c'est d'abord du foncier, du bâti. J'imagine qu'on n'implante pas un centre de données n'importe où. Les critères sont probablement différents de ceux d'un immeuble de bureau ou d'habitation. Alors justement, comment choisit-on le meilleur endroit pour implanter un centre de données? Est-ce qu'on doit par exemple être près des autoroutes de fibre qui sillonnent le territoire? Alors, c'est un des critères, tout à fait. Il y a pas mal de critères à respecter quand on veut implanter un nouveau site, un nouveau campus de data center. Tout d'abord, il faut de l'énergie. Un data center sans énergie, ça fonctionne pas. Donc, il faut de l'énergie. En France, par exemple, je prends l'exemple de la France, on est en surproduction. L'année dernière, en 2024, EDF a surproduit 18% de plus que ce qu'on a besoin en France, ce qui est une très bonne nouvelle, et en plus, cette énergie est décarbonée. Néanmoins, les réseaux de distribution ne suivent pas forcément complètement parce que c'est des gros investissements, les réseaux évoluent énormément, et donc parfois, c'est pas parce qu'en France, on a de l'énergie décarbonée et qu'en plus, on est en excès de production qu'elle est disponible partout. Donc ça, c'est le premier point, c'est avoir de l'énergie sur la localisation où on souhaite s'installer. Le deuxième point, c'est ce que vous avez dit, c'est la connectivité. Un data center sans énergie, ça fonctionne pas. Un data center sans connectivité, ça sert à rien. Et donc, on est normalement pas très loin des autoroutes de l'information. Donc, ça peut être soit des réseaux terrestres qui passent le long des autoroutes, qui passent parfois dans les réseaux de gaz, par exemple, également dans les métros, dans les transports, le long des voies SNCF, etc., et également le long des voies navigables de France. Donc, on essaye d'être dans ces endroits-là. Et ensuite, ce qu'on appelle le last mile, donc le dernier kilomètre pour connecter le réseau longue distance avec le data center, c'est à nous de le faire avec les différents opérateurs. Ça, c'est le deuxième point, c'est la connectivité.
Le troisième point, c'est tout ce qui est risque, que ce soit des risques techniques ou des risques également de tremblements de terre, par exemple. Alors en France, on a peu de risques comme ça, mais on n'est pas qu'en France, on est dans d'autres pays européens où il peut y avoir plus de risques. Donc c'est des choses qu'on regarde de manière très précise. Tremblements de terre, inondations... Tous ces risques naturels, exactement. Et ensuite, le dernier point, le quatrième, c'est l'accessibilité pour les personnes qui travaillent dans le data center. Un site comme Marcoussis, tous les jours, 1000 personnes viennent sur notre site pour exploiter les 22 data centers qu'on a sur le campus. 1000 personnes, vous les attirez pas comme ça si vous n'êtes pas près des réseaux autoroutiers, si vous n'avez pas toute l'infrastructure nécessaire, les transports en commun, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi également regarder, c'est l'accessibilité pour les personnes qui vont venir tous les jours sur le campus de data center. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur le sujet de l'électricité parce que c'est vraiment central, on a commencé à en parler. L'électricité, c'est aujourd'hui à peu près 40 à 50% des coûts d'exploitation d'un centre de données. C'est ce qu'on voit dans la littérature un peu générale. C'est à peu près ça les ordres de grandeur, grosso modo, chez vous, chez vos principaux concurrents en France? Oui, c'est à peu près ça. En gros, la moitié de la facture de nos clients, c'est de l'énergie. Donc, c'est vraiment un approvisionnement qui est central pour votre business. Vous avez signé en septembre un accord majeur avec EDF, un CAPN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça vous permet de faire pour les années à venir? Alors, ça nous permet deux choses. Donc, c'est un contrat qu'on appelle Power Purchase Agreement. Donc, c'est le fait de subventionner des infrastructures énergétiques pour permettre aux opérateurs qui produisent cette énergie de voir à long terme comment investir dans leur réseau. Et nous, ça nous permet deux choses. Ça nous permet premièrement d'avoir un coût de l'énergie assez prédictible finalement dans les 10 à 15 ans qui viennent, ce qui est un vrai enjeu, premièrement. Et deuxièmement, ça nous permet d'avoir une énergie décarbonée. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles on a mis en place ce premier contrat de PPA nucléaire en France avec EDF. Alors, il faut de l'énergie et il faut que cette énergie elle soit la mieux consommée possible à l'intérieur de votre bâtiment. Il y a le sujet de l'efficience, l'efficacité énergétique d'un centre de données. C'est un enjeu absolument central pour un acteur comme vous. Ça veut dire quoi? Comment on fait en sorte que vos équipements, votre bâtiment soient performants, mais consomment le moins d'énergie possible? Alors, l'énergie qui est consommée par un serveur, on l'accepte, puisque un serveur qui est sans énergie, ça fonctionne pas. Ce qu'on accepte moins, et ce qui est normal, c'est l'énergie dont on a besoin pour fabriquer du froid, pour refroidir la chaleur que le serveur a produit. Et donc, c'est ce qu'on appelle le coefficient énergétique, dans notre jargon, qui est le PUE, Power Usage Effectiveness, et l'objectif, c'est d'avoir un PUE le plus proche de 1. S'il est à 1, on ne consomme pas d'énergie pour refroidir le serveur. Donc il y a pas mal de mécanismes. Alors, pardon, ça veut dire que en fait vous en consommez toujours, mais elle est neutralisée par d'autres actions. On la consomme pour nourrir en énergie le serveur, mais on n'en consommerait absolument pas pour le refroidir. Et donc là, dans ce cas-là, c'est un PUE de 1 et c'est parfait. Mais aujourd'hui, un PUE de 1, c'est pas possible, puisqu'il faut quand même refroidir un minimum, selon les technologies. D'accord. Donc dans le temps, il y a eu pas mal de technologies. Historiquement, on était à des PUE de 1,4, 1,5. Aujourd'hui, en PUE design, on est à des PUE de 1,2, 1,2. Donc, ça veut dire que pour 1 kWh d'énergie que le serveur utilise pour fonctionner, on en utilise 0,2 pour le refroidir. Et il y a aussi de nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, notamment avec l'arrivée de l'IA. On est en train de densifier au maximum ce que les GPU, ce que les serveurs utilisent en énergie. Et donc, du coup, on va être obligé à un moment donné de refroidir ces serveurs avec un liquide, soit en venant mettre en contact le microprocesseur avec un liquide froid ou tout simplement peut-être un jour de les plonger, ces serveurs, dans un liquide froid. Et là, ça permettrait de réduire le PUE puisque le liquide est beaucoup plus efficace en termes de réfrigération de serveurs plutôt que l'air. Jérôme, on estime que la consommation électrique française des centres de données pourrait doubler d'ici à 2035. C'est des chiffres assez récents, notamment ceux du Shift Project début octobre, si les auditrices et les auditeurs veulent s'y référer. L'impact énergétique est clé. Comment on mesure, par exemple, l'analyse du cycle de vie d'un centre de données? Est-ce que c'est des choses que vous regardez? Est-ce que vous produisez ce type d'analyse? Alors tout à fait, depuis maintenant 5 ans, sur l'ensemble des nouveaux data centers qu'on souhaite commencer à construire en phase de design, on effectue ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, ACV, pour évaluer l'impact environnemental de ce data center
pendant toute sa durée de vie, c'est-à-dire pour le construire, quel est son impact environnemental, pour l'opérer pendant 20 ans, 30 ans, quel sera son impact environnemental, et ensuite en fin de vie, pour le recycler, quel sera son impact. Sur différents critères, on en a choisi 5 spécifiques, donc par exemple les émissions de carbone, bien sûr, la consommation d'eau, l'eutrophisation de l'eau, également la consommation d'énergie et la consommation de terres rares qui ne se renouvellent pas sur Terre. Une fois qu'on les récupère, on peut pas les renouveler sauf si on les recycle. L'eutrophisation de l'eau, je l'ai bien dit. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'eutrophisation de l'eau, c'est le fait de capter de l'eau et de la rejeter un peu plus chaude. D'accord. Ce qui fait que du coup, vous pouvez avoir des développements d'algues ou des choses comme ça et donc asphyxier entre guillemets les poissons. Ce qui est un problème par exemple que peut rencontrer une centrale nucléaire. Par exemple. Toutes les structures qui doivent utiliser l'eau pour refroidir. Exactement. Et donc, du coup, nous, depuis 5 ans, on effectue une analyse de cycle de vie sur l'ensemble de nos data centers, ce qui nous permet, à l'instant T, de choisir les meilleures technologies, en tout cas, celles qui ont un impact environnemental le plus faible possible. Alors, je dis à l'instant T parce que si je construis un data center aujourd'hui, je choisis des technologies, dans un an, elles seront probablement différentes. Donc, peut-être que je choisirai un autre fournisseur, peut-être que je choisirai une autre technologie, etc. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc sur ces ACV, on a regardé quels étaient les gros impacts environnementaux. L'un des gros impacts, c'est le ciment, le béton. Parce que pour fabriquer du ciment, vous émettez beaucoup de gaz à effet de serre. Que vous fabriquiez un data center ou un immeuble de bureau ou votre maison, c'est pareil. Et donc, il y a plusieurs années maintenant, on a décidé de se construire une roadmap, une feuille de route pour essayer, à un moment donné, d'avoir un data center avec 100% de constituants en béton bas carbone. Et donc, par exemple, en 2027, on aura l'ensemble des constituants de nos data centers qui seront uniquement avec du béton bas carbone. Vous imaginez bien que quand on prend cette décision, il faut quand même s'assurer que votre data center, c'est pas un château de cartes et que c'est aussi résistant qu'un béton classique. Et donc, c'est pour ça que ça prend du temps. On a travaillé avec nos différents fournisseurs cimentiers pour trouver cette solution. Et donc, on a des formules de béton pour les dalles, pour les fondations. Les fondations, c'est le plus simple. On a également regardé d'autres solutions de batteries. Donc, on met plus de batteries plomb classiques. On met plutôt des batteries lithium pour la simple et bonne raison qu'une batterie lithium, vous la gardez plus longtemps. Donc, quand on regarde l'impact environnemental d'une batterie lithium en mode ACV, vu que vous la gardez plus longtemps, son impact environnemental par année est plus faible. Une batterie dans un centre de données, elle a quelle fonction ? La batterie, elle permet d'attendre que les groupes électrogènes soient complètement démarrés et complètement synchronisés entre eux quand vous avez une coupure d'énergie. D'accord. Donc si EDF ou RTE, exactement, si EDF ou RTE a un problème à l'instant T, vous avez la batterie qui prend la relève, donc les serveurs sont toujours alimentés, le temps que les groupes électrogènes démarrent, et une fois que les groupes électrogènes sont démarrés correctement, la batterie sert plus à rien. Parce que la hantise dans votre métier, c'est l'absence de disponibilité. C'est que le service soit coupé et chaque seconde de coupure est un drame pour chaque usager en bout de chaîne sur son smartphone ou pour des usages évidemment professionnels. C'est un critère absolument central. Alors, on en entend beaucoup parler quand il y a une interruption de service sur un service grand public, réseau social, etc. On en entend beaucoup moins parler quand c'est un impact sur la production d'une usine ou la recherche de certains systèmes ou de certaines applications métiers dans des entreprises, mais je peux vous dire qu'elles sont très pénalisées. Même une seconde de coupure, ça veut dire que les serveurs sont tombés et il faut une demi-journée ou une journée pour redémarrer toutes les applications. Donc en fait, vous n'avez pas une seconde d'interruption de service, vous avez une demi-journée, voire une journée d'interruption de service pour une entreprise qui a ses serveurs installés chez nous. Donc vous imaginez bien que c'est pas tenable. Et c'est pour cette raison qu'on a des systèmes de redondance. On est dans un monde où tout est redondé, que ce soit l'électricité, la climatisation, même les chemins de fibres. Vous avez plusieurs chemins pour que si jamais il y a un coup de pelleteuse sur un premier chemin, vous avez toujours un deuxième chemin qui fonctionne. Jérôme, on en a parlé, un centre de données, ça chauffe. Et alors, on comprend bien que l'un des objectifs, c'est d'éviter que ça chauffe au maximum. Mais quand ça chauffe, cette chaleur, vous en faites parfois quelque chose ? Alors, on en fait parfois quelque chose, tout à fait. Donc, on utilise parfois cette chaleur pour chauffer notamment des bureaux. On a également plusieurs projets, notamment un sur la ville de Nozay pour chauffer tout un écoquartier qui est en train de voir le jour exactement au même moment que le développement de notre campus de data center, ce qui est finalement le meilleur moment. Parce qu'il faut bien voir que quand on pense à un data center, mettre à disposition sa chaleur, c'est pas très compliqué. En revanche, ce qui est compliqué, c'est d'avoir des réseaux de chaleur à proximité. Et en France, les réseaux de chaleur ne sont pas très développés, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple. Et deuxièmement, il faut des clients. Si personne ne veut votre chaleur, vous avez beau la mettre dans le réseau, si personne l'utilise, elle servira à rien. Et donc, quand vous avez les planètes alignées entre le développement d'un campus plus le développement d'un quartier juste à côté ou d'un immeuble, c'est parfait. Vous pouvez faire les deux en même temps. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit,
finalement, créons nous-mêmes le besoin sur nos campus. Et donc, on a lancé un projet de data center biocirculaire il y a maintenant 1 an et demi. On a inauguré le démonstrateur au mois de mai de cette année, donc sur le toit d'un de nos data centers, en mode, entre guillemets, miniature, pour que la chaleur des serveurs soit utilisée pour faire développer des algues grâce à la photosynthèse, puisque ces algues, elles sont dans des tubes qui voient le jour. Et donc, on chauffe cette eau dans laquelle il y a les algues, on développe des algues et on récolte des algues. Ces algues, ensuite, on les utilise, il y a 2 solutions. Soit on les utilise pour des produits cosmétiques, par exemple, soit on les utilise en biomasse pour recréer de l'énergie pour alimenter notre data center. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé biocirculaire, puisqu'il y a le côté circularité de l'énergie dans ce projet. Donc, ce projet en mode prototype, on l'a créé, le démonstrateur, notamment avec la fondation de l'université Paris-Saclay, plus une société qui s'appelle Blue Planet. Et on est en train de voir comment le mettre en dimension plus grandeur nature, par exemple sur une façade de nos data centers, où là on aurait beaucoup plus la capacité d'utiliser beaucoup plus de chaleur du data center que uniquement sur ce prototype. On a compris, Data 4 existe depuis bien avant la sortie de ChatGPT et cette nouvelle vague technologique. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour vous? Par exemple, un centre de données qui doit permettre des usages liés à l'IA. Est-ce que c'est le même centre de données que des générations précédentes? Est-ce qu'on doit, par exemple, adapter des centres de données de génération précédente pour l'IA, ou est-ce qu'on doit en construire de nouveaux? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous par rapport à l'infrastructure? Alors, un rack qui n'a que des serveurs de cloud à l'intérieur, vous pouvez aller à du 3 kW par rack, 5 kW, éventuellement 10-15 kW, mais pas beaucoup plus. Parce que les serveurs pour produire du cloud ne sont pas plus gourmands que ça. Pour de l'IA, avec les GPU, où chaque génération de GPU est plus gourmande que la précédente en termes d'énergie, on peut densifier énormément le nombre de GPU, le nombre de serveurs dans un rack. Ensuite, il y a 2 types d'IA. Il y a les racks pour de l'inférence, les racks pour du training. Les racks pour de l'inférence, on est à des racks à peu près à 20 kg, 30 kg, éventuellement 40 kW par rack. Les racks pour du training, on peut être à 50, 100 et même pour des générations futures à 100, 300 et même il y a des nouvelles normes qui sortent avec du 600 watts par kilowatt. Ce qui fait que nous, vous imaginez bien que les infrastructures électriques pour amener 50 ou 100 kW par rack ne sont pas du tout les mêmes que pour du 3 kW par rack. Et les infrastructures pour climatiser ça ne sont pas du tout les mêmes non plus. La difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas forcément à l'avance, quand on commence à construire le data center qui sera opérationnel dans 2 ou dans 3 ans, on ne sait pas si nos clients, ce sera des clients cloud, si ce sera des clients IA, ou si ce sera un mix. Et puis même pour des clients IA, ils ont aussi besoin donc de serveurs ou de racks pour mettre des GPU, donc plutôt gourmands en énergie, mais ils ont aussi besoin de racks pour du réseau, qui sont beaucoup moins gourmands pour interconnecter leurs différents racks de serveurs. Ce qui fait qu'on doit construire et designer des data centers pour le futur qui sont les plus flexibles possibles, pour pouvoir répondre aux différents types de demandes et au scope qui est très large de densité de racks qui vont arriver dans le futur. Alors, ça m'amène une question peut-être un peu bête, mais ça prend combien de temps de construire un centre de données entre le moment où le carnet de commandes se remplit et le moment où il est livré et il est prêt à être utilisé? Il s'écoule combien de temps? Alors déjà, ça dépend des pays parce que les autorisations, il y a toute une phase d'autorisation et d'études préalables qui est assez longue où il se passe rien sur le terrain et pourtant il y a plein de choses qui se passent d'un point de vue administratif. Donc cette période-là, ça dépend des pays, mais c'est de environ 2 ans, on va dire, pour tout ce qui est autorisation, etc. Et ensuite, une fois qu'on a le go pour commencer à construire, ça va de 12 à 18 mois. Et éventuellement 24 mois si vraiment c'est des très grands data centers. Mais en gros, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est 12 à 18 mois pour vraiment la construction. Il faut voir que ce qui prend du temps, c'est pas forcément construire les murs. Oui, ça prend du temps, bien sûr, parce qu'en Europe, on construit avec du béton, du ciment, etc. Donc, c'est quand même assez consommateur en temps. Néanmoins, ce qui prend beaucoup de temps, c'est plutôt équiper avec toutes les technologies à l'intérieur le data center. Quand il faut installer toutes les infrastructures électriques, toutes les infrastructures de climatisation, les systèmes anti-incendie. Il y a énormément d'automatisation dans le data center et c'est ça qui prend beaucoup de temps dans la construction du data center. C'est beaucoup de travail minutieux qui doit être fait pour que, quand il est livré, tout est opérationnel. S'il y a le moindre problème, on le détecte. Il y a 5 à 10 000 capteurs par data center pour que, quand il est opérationnel, on puisse voir depuis un point central l'ensemble des capteurs si tout va bien ou s'il y a un souci.
Et alors, est-ce que vous utilisez un modèle d'IA pour vous aider à suivre tous ces capteurs et les données qui en remontent? J'attendais cette question. Oui, on a une solution qu'on a mis en place. Donc, on a ce qu'on appelle un data lake. Donc, on récupère l'ensemble des données de nos 5 à 10 000 capteurs multipliés par le nombre de data centers. On envoie ça dans un data lake, dans un lac de données. Et ensuite, on récupère pas mal d'informations sur... donc déjà, on se fait des dashboards. Donc ça, c'est pas de l'IA. Mais ensuite, on se fait de l'IA pour essayer de prédire la quantité de froid qu'il faudra dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, en fonction des températures extérieures, par exemple, ce qui nous permet d'optimiser la consommation électrique et de réduire le fameux PUE dont on parlait tout à l'heure. Je voudrais qu'on en revienne un peu plus à Data 4 et au moment dans lequel vous êtes, parce que c'est une année qui est aussi un peu particulière pour vous. Vous étiez dans le giron d'AXA, vous êtes désormais dans celui du fonds d'investissement canadien Brookfield comme principal investisseur. Votre CEO, Olivier Micheli, a parlé de changement d'échelle au moment de ce tournant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce changement d'actionnaire? Qu'est-ce que ça va vous permettre en termes de développement, de capacité à venir? Vous visez, si j'ai bien compris, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030. Ça veut dire quoi comme ambition, comme type de projet en France, en Europe, dans d'autres pays? Alors, il se trouve que le changement d'actionnaire a coïncidé avec la vague de l'IA qui est arrivée en Europe, mais de manière mondiale partout, avec un vrai changement d'échelle. Changement d'échelle parce que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le nombre de kilowatts par rack. Quand on construisait un data center il y a 10 ans à 2, 3, 5 mégawatts par data center, aujourd'hui on construit du 10, du 20, du 30, du 70 mégawatts par data center. Donc ça montre le changement d'échelle. Et le deuxième point, c'est l'échelle au niveau d'un campus. Auparavant, on construisait des campus de 100, 150 mégawatts, 200 mégawatts, 250. Aujourd'hui, on regarde des campus qui pourraient aller à 500 mégawatts, voire 1 gigawatt, pour la simple et bonne raison que pour faire de l'IA, on a besoin d'avoir plein de données au même endroit, donc d'avoir un grand campus. Et en plus de ça, il faut un campus qui est capable de répondre à la fois de l'IA d'inférence, à la fois de l'IA de training. Et c'est beaucoup plus simple pour nos clients, mais également pour nous, d'avoir des grands campus sur lesquels on puisse développer notre activité. Donc il faut construire plus grand et plus flexible pour se préparer aux usages de demain, mais demain très bientôt. Plus grand, plus flexible, exactement. Et les 2 exemples que j'ai en tête, c'est cette année, on a effectué 2 cérémonies de première pierre, l'une à Francfort pour un campus d'IA pas très loin de Francfort, et une autre inauguration au mois de mai dernier en région parisienne, pas très loin de notre campus historique de Marcoussis, sur la ville de Nozay, sur lequel on est en train de développer un campus dédié à l'intelligence artificielle. C'est l'un des anciens sites de Nokia, c'est ça? Exactement. On a parlé de Nozay, de Francfort. Au-delà de l'Europe, vous avez d'autres ambitions ou pour le moment, dans les prochaines années, c'est essentiellement le continent européen, votre terrain de jeu? Alors, on a déjà tellement de choses à faire en Europe. Juste, il faut à peu près multiplier par 3 le nombre de mégawatts de data centers entre 2025 et 2030. Donc, on a un terrain de jeu qui est déjà très important. Et c'est pas simple d'y arriver, parce que les projets prennent de plus en plus de temps. Et si on commence à construire aujourd'hui, le data center sera pas live avant 2028-2029. Donc, 2030, c'est demain. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de velléité à aller ailleurs qu'en Europe. Jérôme, on parle beaucoup de souveraineté en 2025, autour des usages numériques et de l'IA en particulier. Ça veut dire quoi pour vous, ce mot, pour un acteur de centre de données, une IA souveraine, une filière numérique souveraine? Alors, ça veut dire plein de choses, selon la définition et la personne à qui vous posez la question. Chez nous, c'est plus sur le côté infrastructure, donc plutôt les couches basses du numérique, dont on est responsable. Donc, c'est plutôt développer un nombre de data centers importants en Europe avec des acteurs européens. Pour plusieurs choses, et notamment pour s'assurer que ces acteurs sont premièrement ancrés dans les territoires correctement. Aujourd'hui, l'enjeu de l'acceptabilité des data centers est un vrai sujet. Et deuxièmement, que ces acteurs respectent les règles en vigueur en Europe, notamment le GDPR, mais également le AI Act, puisque l'IA est capable de faire beaucoup de choses très intéressantes, mais l'IA peut aussi faire des choses bien moins intéressantes et peut même parfois être un risque. Donc c'est important de gérer ces données et de respecter des règles européennes sur le territoire européen avec des acteurs européens. Jérôme, on comprend bien qu'une filière industrielle autour des usages de l'IA est en train d'émerger. Est-ce que ça change la donne pour l'Europe vis-à-vis des autres grandes plaques? Qu'est-ce qu'il est en train de se jouer sur le continent européen, y compris dans les couches basses, comme vous le dites, celles que vous opérez, qui sont votre secteur, votre modèle d'affaires?
Alors peut-être juste avant de répondre à la question, un chiffre. Aujourd'hui, 70% des données des Européens ou des Français qu'on consomme tous les jours sont encore hébergées ailleurs qu'en Europe. Et 70%. 70%. Et en grande partie aux États-Unis. Donc quand on parle de souveraineté, on peut parler de souveraineté d'infrastructures, etc. Mais il faut déjà penser à où sont hébergées nos données. C'est la raison pour laquelle il faut construire de plus en plus d'infrastructures numériques en Europe et en France en particulier pour permettre d'accueillir de plus en plus les données des Européens en Europe. Ensuite, il y a un enjeu autour de l'IA. C'est une vraie course contre la montre puisque aujourd'hui les enjeux de l'IA, tous les pays l'ont bien compris. Les pays qui seront forts demain, c'est des pays qui auront une IA qui sera très développée. C'est des pays qui seront capables de se défendre, puisque l'IA, derrière, c'est des algorithmes qui tournent pour notamment des drones ou des solutions comme ça. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est important de l'avoir en tête. C'est aussi des pays qui seront forts technologiquement et donc qui pourront peut-être faire plus avec moins en termes de productivité, etc. Et donc, c'est important de bien comprendre que si l'Europe veut prendre sa place dans les années à venir, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille sur l'IA et qu'on y aille rapidement. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, ils vont très vite. La Maison-Blanche a mis en place un nouveau programme AI Race, donc son nom tout est dit. Veut tout dire, fin juillet 2025, pour dire comment ils allaient accélérer le développement d'infrastructures numériques et en particulier les data centers ou les câbles sous-marins, mais surtout les data centers. Et donc si l'Europe veut continuer d'être compétitive, c'est important de comprendre qu'on a besoin d'infrastructures pour faire tourner les algorithmes sur les couches hautes. Donc les sociétés comme Mistral AI, les solutions comme Aleph Alpha ont besoin d'infrastructures en Europe pour se développer. Est-ce qu'il y a un enjeu très concret pour vous de nouer des partenariats, de travailler avec les autres acteurs de la filière? Est-ce que en amont vous travaillez avec des fournisseurs de matériel? Est-ce qu'en aval vous travaillez avec où vous parlez, où vous imaginez des partenariats futurs avec des acteurs de la brique logicielle en France et en Europe? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà une réalité? Est-ce que ça va devenir nécessaire? Tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il faut les différentes couches de services pour créer un service final pour les clients. Donc, il faut les infrastructures, les couches basses, c'est nous. Ensuite, il faut également toute la partie serveur, production de GPU, etc. J'en reparlerai juste après. Et ensuite, les LLM. Les infrastructures couches basses, il y a des acteurs comme Data4, champions européens, pour les développer. Ensuite, les infrastructures serveurs, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, les GPU, il y en a très peu qui sont fabriqués en Europe, ils sont 95% fabriqués en Asie. Ça, c'est beaucoup plus compliqué de rapatrier ces usines de production. Mais à un moment donné, je pense qu'on y arrivera. Et il y a un programme qui a été lancé l'année dernière. Il y a une ambition pour la France par l'Élysée, et l'Europe a le même objectif, qui avait un objectif de fabriquer en 2030 20% de nos besoins en GPU en Europe. Je ne sais pas si on y arrivera, j'espère. Mais en tout cas, si on veut une offre souveraine, il faut également qu'on ait ces fabrications de GPU en Europe à un moment donné. Et ensuite, les LLM, ça, je trouve qu'on est plutôt bien placé. Il y a 2 ans, on ne parlait pas de Mistral AI. Aujourd'hui, c'est une société qui a le vent en poupe au niveau européen et au niveau mondial, ce qui est très bien. Et ils ont besoin d'infrastructures comme celle de Data4 ou les GPU pour pouvoir se développer. Une filière est en train d'émerger, on le comprend à vous écouter. Je suis très heureux d'avoir pu rentrer dans le détail et faire un peu de pédagogie sur cette partie souvent immergée de nos usages numériques du quotidien. Merci beaucoup, Jérôme Dautel, d'être venu dans Changement d'époque. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous avons encore plein de super épisodes à venir. Donc, évidemment, comme d'habitude, pensez à vous abonner et on se retrouve très bientôt.